Bienvenue à cette soirée télévisuelle spéciale consacrée aux élections couplées 2026 au Bénin à travers ses enjeux et perspectives. Bienvenue à ce plateau spécial donc dédié à la soirée électorale en cette fin de journée d'élections couplées législatives communales. Les Béninois s'apprêtent à vivre un moment très crucial, un tournant crucial de leur histoire démocratique avec ces élections couplées législatives et municipales de 2026 dans un contexte de réforme politique importante. Ces élections sont une opportunité pour les citoyens de choisir leurs représentants et surtout de façonner l'avenir de leur pays. Quels sont les enjeux? Vous le savez, ces enjeux, ils tournent pour l'essentiel autour du renouvellement du Parlement national, des conseils municipaux. Ces enjeux tournent autour de la stabilité aussi, la stabilité politique et la gouvernance locale. Ils tournent ces enjeux autour du développement économique et social du pays, mais aussi autour de la représentativité et de la participation citoyenne. Merci donc de suivre ce plateau dédié à la soirée électorale pour une analyse approfondie de ces enjeux et des perspectives qui s'annoncent au bout de ces élections. Ce plateau spécial va se dérouler en plusieurs panels où vont s'alterner les différents partis en lice pour ces élections couplées, avec des experts à leur côté, des experts de la gouvernance et des élections. Retour sur ce plateau où j'installe le dernier panel qui va surtout se pencher. On a beaucoup parlé des enjeux législatifs, des enjeux politiques, des réformes au bout de ces élections. On va à présent s'appesantir sur, c'est parce que c'est aussi des élections communales, sur les enjeux pour les communales. On accueille sur ce plateau pour en parler à nouveau le député Orden Aladatin, qui est entouré par Franck Kenevo, qui est expert des questions de gouvernance locale, et à l'autre bout, autour du député Orden Aladatin, Dr Albéric Léandre Agoliagbo. Il est spécialiste disons, sociologue des organisations. Commençons tout de suite par vous. Expliquez-nous ce que c'est qu'un sociologue des organisations et ce qu'il fait concrètement. Bon, un sociologue des organisations, c'est un sociologue, comme vous le dites, des organisations de la société, qui voit évidemment les faits sociaux, comment cela se déroule dans la société, les lois, les logiques qui fondent la gouvernance dans la société. Et les impacts des organisations, oui, justement, sur le fonctionnement de la société. Et je suis en particulier sociologue des organisations, expert en leadership de transformation. Ah ben, très bien. Donc nous réfléchissons sur les questions de leadership dans les organisations. On va parler de la transformation des économies locales à l'aune du renouvellement justement des mandats au bout de ces élections. Avec M. Franck Kenevo, nous allons commencer par d'abord capter ce que représentent ces élections comme enjeux électoraux pour les territoires de nos communes. Quels sont les enjeux qui sont derrière cette élection? Merci beaucoup. Nous sommes à une élection qui intervient après des réformes aussi bien du système partisan, des réformes du code électoral et des réformes structurelles au niveau du secteur de la décentralisation. Donc il y a 3 réformes qui encadrent ces élections et qui donnent quand même une dimension inédite à ces élections-là. Et donc le premier élément, le premier enjeu à mon avis, c'est de pouvoir mettre en place des conseils communaux capables de rentrer dans cette nouvelle vision de développement à la base, parce que l'importance des élections communales, c'est qu'elles se situent au niveau de la base du socle, au niveau des territoires, et c'est dans les territoires que le développement durable est animé. Le gouvernement travaille sur tout ce qui est macro, tout ce qui est structurant, et c'est dans les territoires qu'on concrétise ces politiques nationales pour que les citoyens puissent avoir les services sociaux de base. Et les citoyens, la finalité de tout ce qui est fait par l'État et les collectivités territoriales, en passant par le niveau de déconcentration, c'est que chaque Béninois, où qu'il se trouve,
disposent des conditions pour bien vivre. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut que les élus qui vont être mis en place très prochainement comprennent qu'il y a un défi parce que si l'État, le gouvernement central seul travaille et que cette dynamique n'est pas répliquée dans les territoires, on n'aura pas les résultats tels que escomptés. Donc ça, c'est le premier défi. Le second défi, c'est que c'est cette mandature qui va, parce qu'on parle de septennat maintenant. Absolument. Donc, c'est de 2026 à 2033. Ça veut dire qu'on aura l'aboutissement de l'agenda 2030 pendant cette mandature. Et donc, il est important que la dynamique qui a commencé et qui fait qu'aujourd'hui, le Bénin fait partie des pays capables de réaliser un certain nombre d'objectifs de développement durable, qu'on puisse retrouver cette dynamique dans les plans de développement qui seront élaborés et qui seront déployés aussi, parce que malgré la réforme du système, la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, oui. Les élus restent ceux qui donnent la vision, ceux qui donnent les orientations de développement. Et le troisième défi, c'est que nous avons travaillé depuis 2003 sur la décentralisation et il est temps que les populations aient les fruits de cette réforme en termes d'économie locale, par exemple. Vous voyez, il y a ce défi-là que les communes n'ont pas su produire une économie locale qui impacte aussi bien la bonne dame qui va au marché, qui impacte le jeune qui veut s'installer, qui impacte les investissements étrangers, etc. Donc, il y a ce défi qui est entier et qui doit être pris en compte. Et à mon avis, il y a d'autres défis comme la création des conditions de bien-être, les centres de sport, les centres de loisirs. Il faut quand même permettre que dans nos territoires, qu'on puisse avoir des aires de jeu avec des coachs payés par les communes pour encadrer les jeunes, pour l'éclosion des talents. En dehors des espaces sportifs déployés par le gouvernement. Par le gouvernement. Et donc, il faut une bonne articulation entre ce que le ministère des Sports fait et ce que les collectivités territoriales doivent faire. Il faut des parcs de loisirs, il faut des centres, des théâtres, etc. Donc, il faut vraiment que la municipalisation soit matérialisée par des services de proximité qui changent la vie des populations. Et aussi, nous parlons de dérèglement climatique et c'est les territoires qui sont en première ligne. Donc, il faudrait véritablement que pour un pays comme le Bénin, où on doit mettre en place des questions de transition énergétique, il faut que les énergies renouvelables, par exemple, soient intégrées dans les PDC, dans les plans de développement des communes. Les feux tricolores, au lieu de les brancher sur la SBE, il faut trouver des solutions renouvelables. Il faut qu'au niveau des arrondissements qui ne sont pas desservis par le réseau national de la SBE, qu'on puisse envisager des énergies renouvelables. Et ça, c'est une autre économie. Et il y a des financements, des fonds verts, des fonds climat. Donc, je pense que cette mandature, c'est une très bonne chose que ce soit de 7 ans, parce que j'invite les populations qui ont donné mandat aux élus aujourd'hui de rester derrière ces élus-là pour que cette mandature-là, dans 5 ans, dans 7 ans, on puisse faire un bilan et dire que notre décentralisation a fait que nos territoires sont transformés, l'activité économique marche dans tous les territoires pour que les gens ne se disent pas c'est seulement à Cotonou qu'on peut bien vivre. Parce que s'il y a un problème, un mal, un fléau dont nos territoires locaux sont touchés et frappés, c'est l'exode. Hein, ça continue. Il faut trouver les moyens de déployer une gouvernance locale qui fixe, qui développe l'économie. Je suis heureux qu'il y ait un acteur politique. Je m'apprêtais à lui passer la parole. C'est aussi le rôle des partis politiques. Vous voyez, j'ai cité
la réforme du système partisan, Tout la à fait. réforme du code électoral. Ces réformes-là ont donné des pouvoirs aux partis politiques dans la gestion des C'est ça. collectivités territoriales. Mhm. Et c'est justement pour que les partis politiques regardent de près ce qui est fait au niveau de la gestion locale. Ça n'a pas vraiment été le cas de la mandature qui vient de s'achever. Ah ben, Et j'espère que pour cette l'honorable Ordin mandature, Ladatine va nous dire comment justement leur offre de gouvernance locale a été pensée, projetée pour prendre en main les différents enjeux qui ont été posés, enjeux de développement durable, enjeux de la maîtrise du développement de l'économie locale pour fixer sur les territoires les forces actives de travail que sont les jeunes pour leur offrir des solutions d'employabilité. Comment ces différents enjeux qui ont été décrits par l'expert en gouvernance locale ont été empoignés par les différents partis dans la projection de votre offre de gouvernance locale, quand vous allez prendre les pouvoirs dans les communes? Bon, déjà, nous avons été au cœur des réformes qui ont été citées. Tout à fait. Et voilà. Et c'est parce que la vision y est que nous avons accompagné ces réformes-là, l'administration territoriale et autres. Après, au niveau des territoires, nous avons beau avoir la décentralisation. Il a dit tantôt qu'avec le cap qui est fixé au niveau de la gouvernance au sommet de l'État, si ce n'est pas décliné au niveau de la base, à travers la bonne décentralisation, à travers la déconcentration, et pouvoir appliquer une bonne politique de subsidiarité. Et voilà. Et pour le faire, c'est à travers d'abord de la qualité des hommes. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de questionner les positionnements qui ont été faits par chacun des partis politiques. Merci de me précéder, justement. Bon, les positionnements qui ont été faits dans chacun des partis politiques. Interroger ces questionnements au niveau des principales villes du Bénin, au niveau des communes ordinaires et les autres communes du pays serait très intéressant. Au niveau de l'UPR de toutes les façons, l'offre politique de l'UPR ne va pas être fondamentalement dissociée, d'accord, de la conduite générale du pays. Vous voyez, vous prenez l'UPR, vous avez le BR, ça ne vous aurait pas échappé que ces deux partis portent le même candidat à la présidence de la République, le même duo. Et ça, c'est très important quand vous parlez de l'offre donc de gouvernance de chacun des partis. Ça ne vient pas est nihilo. C'est un tout. C'est une construction intelligente à partir du sommet jusqu'à la base. Justement, dans cette lancée, vous faites bien d'évoquer le sujet parce qu'en fait, la qualité de la gouvernance locale après élection sera fonction de la qualité des hommes qui auraient été positionnés dans les choix, parce que dans les positionnements préélectoraux, il y a toujours des remous, il y a des frustrations. Quels sont les critères qui ont présidé au positionnement de vos hommes pour aller investir la gestion des communes? Bon, au fait, nous sommes dans une œuvre de construction. Nous avons dit que nous avons entamé des réformes, mais ce sont des réformes au long cours. Et la transition, elle n'est pas nécessairement très courte non plus. Il y a eu un critère fondamental, celui de la stabilité. Si vous observez très bien ce que les partis de la mouvance en général ont eu à faire, il y a une certaine stabilité dans le choix des hommes. C'est-à-dire qu'on ne chante pas une équipe qui gagne. Parce que dans les esprits, il faut enlever de la tête des concitoyens aussi la tendance à toujours remplacer celui qui est là au poste. Maintenant, quand on a donné la preuve qu'on a mal fait, ça a été acté aussi à l'intérieur de nos partis. Mais le critère fondamental n'a pas été parce que tu as déjà fait une fois, deux fois, il faut t'éclipser pour qu'un autre vienne. Ça n'a pas été cela. Donc, la stabilité, ça a été important pour nous. Après, dans les zones à conquérir, les zones à conquérir, les communes où vous n'avez pas d'emprise, vous ne dirigez pas. Regardez la campagne. Regardez la campagne. Opéré, vous n'avez pas eu un seul visage sur les panneaux. Vous avez eu le parti. Et c'est un apprentissage aussi, ça.
pour que nous reculions un peu par rapport au World Manchot. J'ai parlé de la qualité des hommes et j'allais dire la qualité des équipes que l'on met en place. Certains partis ont tenu compte de l'influence de certains profils dans des localités. On est obligé, nous sommes en politique et nous voulons conquérir les électeurs aussi. Comment vous alliez la compétence après? Parce que face aux enjeux qui ont été déclinés, il faut réinventer l'économie locale au-delà de la perception des recettes fiscales. C'est toute une économie locale, toute une ingénierie locale à réinventer. Nous avons 77 communes. On pourrait passer le temps à apprécier les hommes à partir de Cotonou, de Porto Novo et autres. Donc, si vous interrogez les hommes qui ont été positionnés, vous verrez très bien quel type de personnes sont positionnées pour quel type de communauté, pour quel type de communes dans le pays. Je n'irai pas plus loin. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est essentiellement cela. Je dis une bonne décentralisation parce que la gouvernance et la qualité de la gouvernance au sommet de l'État, il a dit, si ce n'est pas décliné, ce n'est pas la peine. Nous avons adopté un code de l'administration. Il faut l'enraciner. Il y a eu quelques résistances, tout le monde le sait. Et on a cette nouvelle année pour voir les choses à améliorer donc, dans le système, dans le processus. Mais il faut y aller pour que nos communes soient mieux gouvernées. Ça a été parmi les tares du passé. Et le président Yahi Boni, en passant le pouvoir, vous l'avez entendu dire, que si les maires devaient être mis en prison, la plupart des maires du Bénin auraient été emprisonnés. Et ça pose un problème de gouvernance de nos communes. Il y a des efforts... D'où l'avènement des SE. Il reste à huiler la machine, elle n'est pas encore très bien huilée. Moi, je le constate, mais ce n'est pas du fait de la réforme. C'est du fait de la qualité des hommes, c'est du fait de la pratique, c'est du fait de la connaissance, de la compréhension que les uns et les autres ont de la réforme et de ce qui est mis. Si on a cet attelage-là, je crois qu'il ne devrait pas avoir de problème. Il y aura une politique gouvernementale qui sera mise en place et les territoires seront dans cette logique globale. Je ne crois pas que les territoires puissent aller concevoir leur politique en dehors du cadrage général qui est tracé. Il va y avoir des choses que l'on devra faire. J'entends souvent dire qu'il faut donner les moyens aux territoires et autres. J'en conviens, mais cela dit, ce n'est pas des États dans un État. Et donc, la politique gouvernementale globale devrait impacter fortement la vie, la gestion et donc... Ça, c'est un discours politiquement correct du député Orden Aladati qui ne veut peut-être pas concevoir ou admettre que parfois il faut tordre la main un peu au gouvernement central pour lâcher les moyens aux communes. Tout est tracé, on n'a pas besoin. On a eu ce débat par le passé. Les tests sont clairs. Il n'y a pas eu des transferts optimaux. Hein. S'il vous plaît? Il n'y a pas eu de transferts optimaux. Bon, on va revenir sur la question. On va revenir là-dessus. Vous permettez qu'on évolue? D'accord, un mot alors. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes autour de 5% de transfert de l'État vers les collectivités territoriales à hauteur de 50 milliards. Au niveau du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, il y a un objectif de 20% qui est souhaité. Et je voudrais compter sur l'honorable 5% par rapport à quoi? Je ne comprends pas. 5% des recettes budgétaires de l'État. Alors, nous sommes à 50 milliards au niveau des fonds FADEC. Aujourd'hui, nous avons le fonds d'investissement communal qui ambitionne de transférer plus de ressources aux collectivités territoriales. Et mon souhait, c'est que l'honorable... le gouvernement n'a pas adopté cette approche-là depuis. Quand vous voyez les pourcentages qui sont alliés, même en matière d'ODD, vous auriez constaté que le gouvernement n'a pas cette approche. Parce que quand on commence par allier ces pourcentages, au final, ça dépasse les 100%. On va dire que chaque État doit affecter 5% de son budget à l'éducation, affecter 10% à la sécurité, affecter 20%. Quand vous faites le calcul, vous êtes déjà au-delà de 100%. Le gouvernement a opté pour des priorités. Et je crois savoir que le gouvernement en fait un peu partout. Cela dit,
J'ai insisté tout à l'heure sur la subsidiarité. Ce qui peut être fait à la base doit être fait à la base, si ça peut être mieux fait à la base. Et si c'est au sommet qu'il faut le faire pour impacter le bien-être des populations, il faut le maintenir au sommet. Oui, moi, je n'ai pas de religion par rapport à ça, je n'ai pas de dogmatisme. J'ai participé, si vous permettez, j'étais jeune, j'ai quitté l'université à la Fondation Hans Adel. J'ai travaillé sur le projet de décentralisation et de déconcentration. J'ai même participé à faire la promotion autour du concept de la décentralisation. Mais ce qu'on en a fait est catastrophique. Ce qu'on en a fait est catastrophique. Il faut oser le reconnaître, mettre les réformes qu'il faille. Ce qui peut être bien fait par le gouvernement central, il faut que ce soit fait, pour moi, par le gouvernement central. Je ne suis plus, donc à mon avis, compte tenu donc, de ce que j'ai vu faire et par rapport à l'objectif global du bien-être collectif que nous visons, moi, je n'ai plus de dogme et je n'ai plus de... Très bien. Vous êtes désormais adepte du pragmatisme à l'aune des expériences. Très bien, politique. Je vais interroger le spécialiste, justement, le sociologue des organisations, au regard des frictions qu'il y a eu dans la mise en œuvre de la réforme de la décentralisation, notamment la création d'un second pôle de pouvoir exécutif qui est arraché au maire ce pouvoir qu'il avait, qu'il cumulait avec son pouvoir politique pour mettre en œuvre le développement de l'économie locale. Comment entrevoyez-vous la gestion, la cohabitation du SE avec le maire qui doit fixer les orientations, les ambitions, et le SE qui doit l'accompagner pour la mise en œuvre? Je voudrais dire d'abord que les frictions sont issues d'une tradition, la tradition selon laquelle le maire était le tout-puissant. Or, comme cela a été dit déjà par l'honorable Kenevo, c'est que fondamentalement, c'est la question du leadership de transformation et de la gouvernance efficace, aussi bien au niveau macro et qu'au niveau micro, c'est-à-dire des organisations communales, qui fait évidemment le développement des communes. Et c'est dans cette perspective qu'est-ce qu'il promet, ce leadership de la transformation, et qu'est-ce qui n'a pas été saisi ou capté par les différentes organisations dont on parle, ou le maire, le SE dont on parle, pour ensemble s'entendre pour offrir une bonne gouvernance locale? En général, le leadership, c'est trois choses, comme on dit: l'intégrité, les compétences et puis l'engagement. Maintenant, quand vous déclinez le leadership lui-même, c'est la vision, c'est la vision que vous formulez, c'est la communication, c'est la collaboration, c'est la prise de décision. Mais aussi, c'est l'organisation interne que vous mettez en place pour rendre productif ou pour capter les ressources et pour pouvoir mettre en œuvre de manière efficace les politiques. Qui met en place cette organisation? Qu'est-ce que vous préconisez? De toute façon, l'État central, à un moment donné, s'est rendu compte que l'efficacité de nos communes dépendait d'une organisation qui donnait les compétences à un chef, c'est-à-dire un secrétaire exécutif, et que quand bien même le maire élu dispose des pouvoirs, ce secrétaire exécutif faisait des choses en fonction de directives qui lui sont fixées. Bon, quand il y a une pratique qui faisait du maire tout puissant, cette pratique n'est plus la même, vous allez avoir des difficultés. Donc, c'est face à ces difficultés, c'est ce que vous appelez friction. Mais je crois que l'expérience telle qu'elle est faite, et ce que j'ai entendu de plusieurs gens, c'est que ça rentre maintenant dans les habitudes, c'est-à-dire les résistances de départ, les difficultés de départ et les problèmes qu'on a eu sur le terrain. De toute façon, il y a des améliorations en cours. Ça, c'est sûr, pour que cela soit. Donc voilà ce qui me paraît important. Mais nous ouvrons une nouvelle période où je crois qu'au niveau des partis politiques,
On a cherché les gens peut-être les meilleurs, je l'espère, pour pouvoir être des leviers, des agents de transformation au niveau de leur commune. Parce que si même l'État central faisait beaucoup de choses et nous n'avions pas, comme l'honorable dit, ou bien des déclinaisons des gens qui portent ce pouvoir au niveau des masses, ça n'ira pas. Je reviens justement sur la nécessité de revisiter les réformes et de les conforter, de les rendre plus robustes en agissant sur ce qui n'a pas marché, notamment les points de friction que j'ai évoqués. Selon vous, Franck Kenevo, à quel niveau il faudrait agir? Est-ce que c'est au niveau législatif? Est-ce que c'est au niveau réglementaire pour revoir un peu l'efficacité des réformes de la gouvernance, notamment circonscrire les compétences et les zones d'intervention des SE par rapport aux maires pour qu'il y ait une cohabitation heureuse et harmonieuse, le développement des PDC? Merci beaucoup. Je pense qu'il y a eu une séance de travail autour du chef de l'État pour examiner, évaluer un peu cette réforme-là. Et les éléments qui ressortaient, je pense qu'il y a un certain nombre qui ont été pris en compte par cette séance de haut niveau. Je pense que premièrement, c'est la manière dont le tirage au sort était organisé. Et donc le chef de l'État était d'accord pour que, au lieu de tirer une seule personne, que le maire puisse tirer en tant que secrétaire exécutif 2 ou 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes-là, puissent faire un choix. C'est ça. Et donc ça, on a besoin de retoucher le code de l'administration territoriale. Le second élément, c'est de voir un peu l'impact, l'influence des élus sur le secrétaire exécutif. Aujourd'hui, cette influence peut être exercée dans le cadre du conseil de supervision. C'est un peu complexe et donc l'idée c'est de voir dans quelle mesure, parce que les procédures de révocation du secrétaire exécutif aujourd'hui, c'est enfermé dans une double délibération, c'est-à-dire quand le conseil de supervision en prend la décision, il faut que le préfet soit d'accord. C'est ça. Et donc si or, nous savons que le conseil de supervision et tous les organes de la commune sont sous la tutelle du préfet déjà. Donc le préfet, c'est lui qui est destinataire pour examiner cette décision, mais il est un peu comme juge et partie parce qu'en amont, il faut qu'il donne son accord. Donc il y a quelques éléments qu'on peut améliorer dans la réforme parce que cette réforme, aujourd'hui, a permis quand même de stabiliser la gestion de nos collectivités territoriales. Cette réforme a permis aussi de renforcer les élus dans leur rôle politique parce que pour être maire, pour être candidat, on demande simplement de savoir lire et écrire en français. Donc, on ne demande pas à un maire d'être expert en foncier, on ne demande pas à un maire d'être expert en procédure de passation des marchés publics ou dans les questions de construction, de génie civil. Donc, c'est important, c'était très bien réfléchi par le législateur et je voudrais féliciter quand même un des acteurs de cette réforme. C'était très bien réfléchi de mettre à la disposition des élus des cadres techniques. Mais il faut que ces cadres-là soient vraiment à la disposition des élus et comprennent qu'ils travaillent à concrétiser la vision, ce que les élus, et en réalité le parti qui les a portés, c'est que ce parti-là a proposé aux électeurs, c'est ça qui doit être mis en œuvre. Et donc ça, je pense que, à un moment donné, on pourra voir comment faire la relecture de cette réforme tout en renforçant les acquis que nous voyons sur le terrain, à savoir aujourd'hui, les rôles sont clairement précisés et on a quand même au niveau de nos collectivités territoriales, vous parliez tantôt de l'ingénierie du développement, on a aujourd'hui des cadres Bac+5 qui sont déployés dans les communes pour aider justement
les collectivités territoriales, l'administration communale a joué son rôle d'interface de développement et a vraiment passé à la vitesse supérieure pour que nous ayons dans nos territoires quand même une stratégie de développement qui est en cohérence avec les orientations nationales. Et ça, c'est le code de l'administration territoriale qui l'exige à toutes les collectivités territoriales. Il n'y a pas de plan de développement communal sans harmonie et conformité avec les orientations nationales. Et donc, il faut travailler à ce que tout cela, mis en place aujourd'hui, qu'on puisse impulser un développement durable dans nos territoires. Et c'est à la fois le rôle des partis politiques qui contrôlent les communes, mais aussi des acteurs qui seront désignés. Vous savez, la réforme du code électoral intervenue en 2020 a fait des partis politiques, des acteurs importants dans la désignation des maires, des adjoints aux maires, des chefs d'arrondissement et autres. Et donc ça, c'est des leviers, même en termes de destitution, tant que tu as la confiance de ta formation politique, c'est plus difficile de te destituer. Donc tout cela, c'est pour véritablement stabiliser les acteurs pour que nous puissions aller vraiment au développement. Je pense que ce qu'il faut retenir des 10 ans du président Patrice Talon qui a fait ces réformes, c'est qu'il faut créer les conditions, que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau des collectivités territoriales, pour qu'on aille vraiment au développement. Et ça, c'est ce qui est attendu de cette mandature qui va commencer en février déjà. Député Orden, on va finir avec cette question ou sur ce sujet de la gouvernance locale, l'une des élections, renouvellement des conseils. Oui, il y a le souci de garantir un accès démocratique aux fonctions électives. C'est bien. Mais aujourd'hui, avec les exigences de la gouvernance du monde moderne, et de la nécessité pour les élus d'avoir un minimum, je veux dire, d'équipement, d'expertise pour réinventer l'économie locale, juste se contenter de dire il faut que le maire sache lire et écrire, est-ce que c'est suffisant? Je pense que l'évaluation suit son cours. Je crois que les parties prenantes devraient s'entendre sur une plateforme de proposition qui devrait, parce que rien n'est statique, et il faut évaluer le processus et puis se mettre d'accord. En réalité, ce que l'on croit parfois, c'est de faire contre. On ne peut pas faire contre. On discute et les parties prenantes sur donc leur point d'accord, l'on transforme en texte de loi. Je crois que les prochains députés à l'Assemblée nationale devraient être attentifs et réceptifs sur donc les outputs de ce genre de réflexion. Donc vous, c'est le mal qu'on peut vous souhaiter. Je l'espère. Le résultat, voilà, je l'espère. Voilà. Mais au-delà de ça, sur le point précis que vous avez abordé, moi j'y ai, au-delà des réformes qu'on peut appeler ici les principaux acteurs. Et quand je dis principaux acteurs, je vois les acteurs du milieu de la décentralisation et même la NCB et autres, et je vois le gouvernement. Voilà. Et après, je vois entre ces acteurs-là une question de savoir-être, simplement, qui crée des frictions et au-delà des textes, au fait, qui sont pris. C'est une question de savoir-être. Le SE doit savoir que le maire est son chef, qu'on le veuille ou non. Le SE n'est pas le chef du conseil communal. Et parfois, dans les comportements, vous remarquez que, voilà, ces questions-là, ce n'est pas à travers un test de loi qu'on règle ça. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire à des SE et consorts, je dis, mais vous êtes SE, mais si le maire vous demande quelque chose qui n'est pas légal, que vous ne pouvez pas dire, dites-lui gentiment, non. Et on connaît les méthodes. Demandez au maire de vous saisir par écrit, vous lui répondez par écrit. Il y a ces petites choses qu'il faut savoir faire. Mais quand vous vous comportez comme si vous venez en dominant
du conseil et autres, ça crée quelques difficultés sur le terrain. Donc au-delà globalement de ces questions de savoir-être et d'autres questions d'accès au marché public, disons les choses par leur nom. Quand j'ai écouté la XCB au Parlement, on a dit, mais je dis, mais quel est le problème fondamental? Osez le dire. Voilà. Ça protège les maires par rapport à la manipulation de l'argent. Ils l'ont reconnu abondamment. Voilà, ça protège les maires, d'accord. Et moi, j'ai l'habitude aussi de dire aux conseillers communaux pour dire, mais vous avez une vision. Il y a un problème de process aussi, de processus, de procédure qu'il faut savoir affiner pour que les dépenses puissent être engagées, exécutées. C'est des questions éparses que j'observe de loin sans les approfondir. Et je dis ceux qui sont au quotidien, donc dans ces réflexions et qui approchent et qui sont des conseillers, qui sont des consultants. La consultation, ils sont à votre justement, ils devraient pouvoir implémenter ce genre de problème et en sortir avec un minimum de points d'accord qui puissent être traduits en termes de textes. Je dis texte en général parce qu'il n'y a pas que la loi qui puisse faire évoluer le secteur, c'est ce que je crois. Merci infiniment. Merci pour votre contribution à ces différents panels qui ont ponctué ce plateau spécial dédié à la soirée électorale qui a marqué la fin de cette journée de vote consacré à 2 élections couplées, législatives, communales. Nous avons abordé, analysé les enjeux, autant pour le prochain Parlement, la vie démocratique, les libertés, mais aussi pour la gestion des communes. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir tenu compagnie de bout en bout. On n'a pas pu vous servir des premières tendances, des résultats provisoires, partiels, simplement parce que le président de la Sénat l'a dit, tant que tous les dépouillements ne sont pas faits et que la dernière cantine n'est pas parvenue à la Sénat, on ne peut hélas pas ventiler les tendances, les résultats provisoires. On va prendre patience, comme beaucoup parmi vous ont pris patience devant des bureaux de vote qui ont ouvert un peu en retard. C'est aussi ça, l'engagement civique au service de la République, d'être patient pour accomplir son devoir civique, son devoir citoyen. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, chers panélistes, chers experts, chers leaders politiques. Merci à vous de nous avoir suivis, vous qui faites vivre la démocratie au quotidien. Chers citoyens, que vive la République. À bientôt.